Nouvelle édition sur Africable, mesdames et messieurs. Merci de nous suivre. Bienvenue. Tout de suite, le sommaire. Séminaire régional au Maroc des parlementaires africains sur les droits de l'homme. Objectif, discuter des mécanismes de promotion et de protection des droits de l'homme et des défis communs à relever. Renforcement des mesures de sécurité sanitaire au Nigeria pour éviter toute contamination au virus Ebola. Le pays a décidé de revoir son système de contrôle, notamment au port de Lagos. Les parlementaires africains réunis à Rabat pour une rencontre régionale sur le renforcement de l'action du Conseil des droits de l'homme. Les participants à cette rencontre ont discuté des mécanismes de promotion et de protection des droits de l'homme. Ces parlementaires africains sont unanimes. La promotion des droits de l'homme dans le continent doit faire partie d'un projet de développement global et cohérent. La création de mécanismes interétatiques d'études et de réflexion s'impose. L'étude et le suivi des décisions prises à l'échelle nationale et internationale en matière des droits de l'homme est au menu de cette rencontre. L'Angola a connu une période de guerre civile et maintenant nous sommes en paix, la pacification du pays, la réconciliation nationale et notre Parlement a un rôle très important dans la protection et la promotion des droits de l'homme. Les recommandations des parlementaires serviront à alimenter les données de l'examen périodique universel du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, un processus d'analyse interétatique qui vise à améliorer la situation en matière des droits humains sur le terrain. On espère que pendant ce séminaire, il va être un échange de bonnes pratiques, un renforcement des capacités entre le Parlement. L'Afrique s'active pour mener à bien les réformes initiées par les Nations Unies afin de renforcer ses mécanismes de protection des droits de l'homme. Plus de 70% des recommandations formulées par les mécanismes et les organes de l'ONU passent par les parlements. L'institution législative a donc pour responsabilité de veiller à l'harmonisation de la législation nationale avec les normes internationales. En Afrique et dans le monde arabe, le Maroc reste un modèle en la matière. Membre de l'Union interparlementaire depuis 1977, il contribue activement au développement des mécanismes de protection des droits de l'homme dans le royaume. 6 mois après son transfert à La Haye, Charles Blé Goudé devra être fixé sur son sort. L'audience de confirmation des charges contre l'ex-chef des Jeunes Patriotes a débuté hier à la Cour pénale internationale. Charles Blé Goudé est accusé de crimes contre l'humanité. Sera-t-il jugé ou non par la Cour pénale internationale? Charles Blé Goudé sera situé sur son sort dans 60 jours. L'audience de confirmation des charges a démarré ce lundi. La procureure Fatou Bensouda a 4 jours pour convaincre la chambre préliminaire de la CPI que l'ex-leader de la jeunesse pro-Gbagbo a joué un rôle dans les crimes perpétrés pendant la crise post-électorale. Pour sa part, l'accusation retient 4 chefs d'accusation: meurtre, viol, persécution et autres actes inhumains, commis entre le 16 décembre 2010 et le 12 avril 2011. La procureure de la CPI, Fatou Bensouda, devra donc convaincre les juges d'ici à jeudi que les éléments de preuve qu'elle a récoltés sont assez solides pour justifier un procès contre l'ex-chef des Jeunes Patriotes. À l'issue de cette audience, les juges de la chambre préliminaire auront 60 jours pour rendre leur décision, c'est-à-dire confirmer les charges retenues par la procureure et ouvrir la voie à un procès ou demander à la procureure d'apporter plus de preuves. Rappelons que Charles Blé Goudé a été remis à la CPI en mars 2014. Il est le second détenu de la crise post-électorale après Laurent Gbagbo en attente de procès. Au Mali, un atelier de 5 jours organisé par ONU Femmes a pris fin hier. L'objectif était de renforcer l'implication des femmes maliennes dans le processus de médiation, de négociation de paix et de sécurité. Voici le compte-rendu ici de nos reporters Fatou Togola et Sekou Doumbia sous les commentaires de Djibrila Maïga. Un engagement de ONU Femmes aux côtés des organisations féminines du Mali. Cet atelier est une suite logique de celle tenue en 2012 et en 2013. Il s'agissait d'amener la quarantaine de participants à mieux comprendre les conflits, les différents accords de paix et leur implication sur la situation des femmes et à mieux maîtriser les techniques de négociation. On a découvert qu'au cours de ces 5 jours de formation, que le Mali, bien que le Mali est
été engagée depuis les années 90 dans des processus d'accord de médiation, de gestion de conflits, que très peu de femmes étaient au courant que de la signature des accords, les différents traités, les différentes cérémonies qui ont eu lieu. Pour vous donner un exemple, quand on a parlé de l'accord de Tanaraset, qui a été signé en 1991, dans une assemblée de 30 femmes, si je ne m'abuse, c'est seulement 2 qui étaient au courant. Suite aux nombreux plaidoyers et sensibilisations soutenus par plusieurs résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, la participation des femmes à toutes les étapes des processus de paix devient de plus en plus une réalité. Les négociations en cours à Alger en témoignent la place de choix occupée par les femmes. Les femmes subissent donc tous les conflits, les femmes sont les principales victimes et malheureusement elles n'arrivent pas à être intégrées au moment où on cherche les solutions, la prise en charge, les réparations. Et il est important qu'elles soient outillées, qu'elles soient informées des dispositions qui sont prises pour elles. Puisque lorsqu'on fait les accords de paix, c'est pour tout le monde. Malheureusement, on s'est rendu compte, avec ONU Femmes et les organisations féminines, que la plupart des femmes victimes ne sont pas informées de ce qui se fait. Il appartient désormais à ces participants qui viennent d'être outillés de contribuer efficacement au processus en cours dans le pays en vue de bâtir une paix durable et soutenable. En Afrique de l'Ouest, le virus Ebola continue de faire des ravages. Pour se protéger, des pays de la région ont décidé de fermer leurs frontières. Au Nigeria, les contrôles se renforcent notamment dans le port de Lagos, le plus grand du continent. Au Nigeria, les autorités sanitaires ne prennent aucun risque. Ici, dans le port de Lagos, chaque cargo est minutieusement passé sous contrôle, qu'il provienne ou non d'une zone touchée par Ebola. En juillet, un premier cas est recensé dans le pays. L'homme porteur du virus est originaire du Libéria. Quelques mois plus tard, l'épidémie a déjà fait 8 morts. Depuis 3 semaines, plus aucun nouveau cas déclaré, mais les autorités restent vigilantes. Tant que d'autres pays dans la région sont touchés par l'épidémie, nous sommes toujours exposés. Essentiellement parce que nous avons des personnes qui voyagent par les airs, par les voies terrestres et par les bateaux. On doit s'assurer qu'ils ne sont pas porteurs du virus. Et dans le port le plus important d'Afrique, la tâche est loin d'être mince. À leur arrivée, chaque membre d'équipage doit se soumettre à un contrôle de température et remplir un formulaire d'information. Quand l'équipage est arrivé au Nigeria, nous avons dû nous soumettre aux tests de détection contre Ebola. C'est la première fois que nous sommes soumis à ces tests, car le virus tue. Oui, c'est la première fois. D'autres pays touchés par l'épidémie effectuent des contrôles similaires. Selon l'OMS, le virus aurait déjà fait plus de 3000 morts, la moitié des 6500 cas recensés. L'organisation de l'État islamique moins dangereuse qu'un Iran nucléaire, c'est le message de Benjamin Netanyahou qui s'est exprimé lundi soir à la tribune de l'ONU. Le Premier ministre israélien s'en est également pris au Hamas qui n'a pas hésité à comparer aux djihadistes ultra-radicaux. À la tribune de l'ONU, Benjamin Netanyahou donne le ton. Dans son discours, le Premier ministre israélien s'attaque directement au Hamas. Des mots durs. La guerre de Gaza était, dit-il, nécessaire pour lutter contre le mouvement qu'il compare à l'organisation de l'État islamique. L'organisation de l'État islamique et le Hamas sont 2 branches d'un même arbre empoisonné. Ils partagent le même fanatisme qu'ils cherchent tous 2 à imposer par-delà les territoires qu'ils contrôlent. Donc pour ce qui est de leur but ultime, le Hamas c'est comme l'OIL. Et l'OIL, c'est comme le Hamas. À plus de 9000 km de là, à Gaza, le Hamas a vivement réagi. Netanyahou dit que le Hamas a utilisé des civils comme boucliers humains. C'est faux. Il tente d'échapper à sa propre responsabilité avec la mort de plus de 2200 martyrs palestiniens, tués pendant l'offensive israélienne sur la bande de Gaza. Pour l'Organisation de libération de la Palestine, il s'agit d'une manipulation grossière pour tenter de justifier la dernière offensive dans l'enclave palestinienne. Des propos virulents du Premier ministre israélien en réponse au discours de Mahmoud Abbas vendredi dernier. Le président de l'autorité palestinienne avait alors accusé Israël de mener une guerre de génocide à Gaza.
Les nouvelles pressions de Pékin et du numéro 1 de Hong Kong n'y font rien. Une marée humaine pacifique occupe toujours le quartier financier de l'île. Parmi eux, des nombreux étudiants et lycéens qui réclament un système électoral démocratique et la démission du chef de l'exécutif. Ils ont passé la nuit à même le sol sur l'une des plus grandes artères de Hong Kong, transformée en camp de fortune. Certains manifestants sont là depuis des jours et pour la première fois leur sit-in s'est déroulé sans échauffourée avec la police. C'est une stratégie du gouvernement. Il y a 2 jours, ils ont lancé des gaz lacrymogènes. S'ils en avaient lancé hier ou aujourd'hui, cela aurait suscité beaucoup de critiques à l'échelle internationale. Lundi soir, ils étaient des dizaines de milliers à occuper le centre-ville, téléphone mobile en main comme pour immortaliser leur combat. Certains sont venus équipés pour se protéger d'éventuels tirs de gaz lacrymogènes. En phase 2, les policiers veillent et protègent l'accès à certains bâtiments. Pas de quoi impressionner ces jeunes Hongkongais persuadés de la légitimité de leur mouvement. Nous voulons juste la démocratie et le droit de choisir vraiment le chef de l'exécutif de Hong Kong. C'est simple, nous ne voulons rien de plus. Alors que la mobilisation s'étend, le gouvernement d'Hong Kong dit prendre en compte les demandes des manifestants tout en soutenant que leurs exigences ne sont pas réalisables. Il ne serait pas très réaliste de s'attendre à infléchir complètement la décision du comité permanent de l'Assemblée populaire nationale. Pékin dénonce un mouvement illégal. Les autorités ont ordonné à tous les sites internet chinois d'enlever toute information concernant les manifestations. Et du sport, avant de refermer cette édition, après l'heure sacrée en Égypte samedi dernier, à la 13e édition de l'Afro-Basket des moins de 18 ans, les aigles juniors filles ont bénéficié d'un accueil à la dimension de leur victoire. Ce lundi à Bamako, les championnes d'Afrique ont eu des hommages de la nation. Nos reporters Aminata Mariko et Cheikh Tidjane Koulibaly était à l'accueil. Après 1996, 2000, 2006 et 2008, le Mali se hisse pour la 5e fois sur le trône de l'Afrique. La sélection malienne est allée chercher le titre cette année de haute lutte au Caire aux dépens de l'Égypte, pays hôte battu 73-65 ce samedi lors de la finale de la 13e édition de l'Afro-Basket I-18 filles. Je dédie ce trophée à tous les Maliens. Je suis très content aujourd'hui. Je suis très content. Je dédie le trophée à tous les Maliens. Pas dire dans le mental du combattant. C'est-à-dire parce qu'aujourd'hui, nous sommes l'un des meilleurs pays au niveau du basketball féminin. Donc les jeunes ne vont pas nous faire des cadeaux. En fonction de ça, on a travaillé la mentalité des enfants. Bon, la compétition aussi, il y a la chance. Je crois que ça aussi, ça nous a permis de gagner. Je crois que les compétitions de jeunes que le Mali a initiées depuis les conférences, après l'organisation au niveau de la fédération, après le choix des encadreurs, 1 an, 2 ans avant les compétitions, je crois que c'est ça qui a donné ce fruit-là. Comme à l'accoutumée, le monde sportif malien s'est mobilisé ce lundi à Bamako à travers un accueil à la dimension de leur victoire. Voilà, c'est tout pour Afrique Midi. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur notre chaîne. À très bientôt.